positionner par rapport à tout cela. C'est un message extraordinairement important. Merci. De s'être rendu disponible pour nous. Merci. Alors, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Paul-André Rosenthal, qui est professeur des universités à Sciences Po Paris, où il dirige le Centre d'Histoire. Ses recherches couvrent l'ensemble du domaine biopolitique, avec un accent particulier sur l'histoire des politiques sociales, démographiques et sanitaires. Il est notamment l'auteur de Destin de l'eugénisme au Seuil en 2016 et Les Sentiers de l'Invisible, Famille et migration dans la France du 19e siècle, qui a été publié en 2024. Ça va être extrêmement intéressant puisque, comme on l'a dit, on cherche des études de cas finalement qui peuvent nous aider à nous positionner face à l'inconnu. Et donc, nous avons le cas de la sécurité sociale qui est évidemment une forme de gestion de l'inconnu qui s'est présentée, va nous offrir des perspectives extrêmement intéressantes dans ce contexte. Merci Paul-André de ta présence. Merci beaucoup de cette invitation dans cet extraordinaire endroit et très riche symposium. Alors, ce que je vais exposer aujourd'hui, c'est que loin d'être inédite, la crise environnementale a un précédent, ce que l'on appelait autour de 1900 la question sociale. Alors, il ne s'agit évidemment pas d'une équivalence parfaite, mais il s'agit d'une aide pour la réflexion sur des questions contemporaines, et vous verrez qu'une partie de ce que je vais dire fait écho avec l'exposé précédent. L'écho entre ces deux moments porte d'une part sur la gravité des conséquences qu'a eu ce qu'on appelait la question sociale, autour de 1900 donc, et deuxièmement, sur l'éventail, l'écho s'observe dans l'éventail des réponses qui ont été données à cette crise. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette gravure du peintre et verrier suisse Edmond Bille, qui évoque bien ce qu'était cette menace mondiale gigantesque par son ampleur humaine. Et c'est une gravure de 1919 et vous allez voir pourquoi je l'ai choisie. Ce parallèle, en tout cas, le grand philosophe et sociologue contemporain de l'environnement que vous connaissez tous, Bruno Latour, le dressait 7 mois avant sa mort et nous allons maintenant l'entendre. Je sais pas si... J'ai écrit un petit livre plus récent qui s'appelle Un mémo avec mon ami Nicolas. Et mémo sur la nouvelle classe écologique. J'étais très amusé d'entendre un des élus écologistes qu'il a lu avec intérêt, qui nous a dit mais l'écologie finalement c'est drôlement intéressant, mais c'est drôlement difficile. Or il était élu écologiste. Donc ça veut dire que les écologistes sont assis sur un trésor, en quelque sorte, de complexité, c'est-à-dire un trésor de questions difficiles qui sont équivalentes en complexité à celles que les socialismes et les libéraux ont dû travailler en philosophie politique, en droit, en économie, en administration depuis 2 siècles, mais ils commencent seulement, en quelque sorte. Et donc c'est pour ça qu'on a toujours cette espèce de drame, qu'on reconnaît dans beaucoup de situations, d'une question qui est à la fois partout présente et en même temps qui n'arrive pas à se représenter. Il n'y avait pas de pensée socialiste avant qu'il y ait des socialistes qui fassent le boulot. Le problème, c'est que ce boulot, il faut qu'il soit fait. Et il faut qu'il soit fait de 1000 façons différentes, c'est-à-dire aussi bien par les activistes dont on parlait tout à l'heure, que par les industriels, les financiers, les banquiers, enfin, tous. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs en ce moment. Voilà, vous avez entendu Bruno Latour dresser ce parallèle que je vais maintenant développer en insistant sur un certain nombre de points communs, la complexité de la question, complexité scientifique, complexité intellectuelle, vous voyez, la nécessité d'être pensé par les sciences, la philo, la politique, le droit, l'économie, l'administration, l'universalité politique, c'est-à-dire le fait que la question portait sur toutes les forces politiques, des libéraux aux socialistes à l'époque, et qu'elle implique ou impliquait tous les milieux et toutes les formes d'action, des activistes aux industriels, banquiers et financiers. Un autre élément important de l'intervention de ce petit commentaire de Bruno Latour, c'est que cette formalisation, le fait de penser la crise, a pris du temps.
Elle commence seulement dans le cas de l'environnement pour Latour. Et pour ce qui concerne la question sociale dont je vais parler, je dirais qu'elle a commencé en gros, pour simplifier, vers les années 1860 et qu'elle s'est close avec la catastrophe annoncée, non pas seulement la révolution russe, mais les guerres civiles, les massacres de l'entre-deux-guerres en Europe et finalement la Seconde Guerre mondiale, toutes provoquées par la naissance du fascisme et sa manière identitaire, c'est-à-dire peu appropriée, de régler la question sociale. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'illustration d'Edmond Bille, qui date de 1919. Elle montre comment s'articule la question sociale avec la Première Guerre mondiale, et elle date de 1919, c'est-à-dire au moment où commence à se façonner le fascisme et où commence également ce qu'on appelle la guerre civile européenne qui va se conclure avec la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que cette question sociale, on peut considérer qu'elle a au total, au bas mot, mené à la mort de 100 millions de personnes, sans parler des destructions et des répercussions directes et indirectes de ces destructions sur l'environnement planétaire. Alors, je vais maintenant essayer d'entrer dans les points communs et la raison pour laquelle on peut s'inspirer, au moins pour partie, de ce qu'a été la réponse à cette, entre guillemets, question sociale, pour penser la crise, la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Premier point commun, en cette fin de 19e siècle, nous sommes dans un monde mondialisé. Et ça, c'est un point absolument essentiel. On a parfois l'impression que la globalisation, c'est nous, c'est nos générations de contemporains. Ce n'est pas du tout vrai. Et le grand historien économiste Kevin O'Rourke a montré que la mondialisation économique, c'est en fait une oscillation. Il y a des phases de mondialisation, il y a des phases de rétrécissement. Il l'a écrit il y a 20 ans et la situation présente tente à lui donner raison. L'équation qui se posait vers 1900 était la même qu'aujourd'hui. Si un pays adoptait un progrès social, il se mettait en position défavorable sur le plan économique par rapport aux autres. Une réponse a été trouvée à l'époque à cette question. Et en réalité, elle s'est imposée pour les pays riches. Les pays riches ont trouvé une manière d'arriver à construire des réponses à la question sociale, mais pour toute une série de raisons, les pays les plus pauvres en ont été exclus. Là, il y a un point parallèle très, très étonnant avec l'exposé précédent. Alors, c'est quoi cette question sociale ? Eh bien, il y a un livre publié en 1867 qui l'a très bien formalisé, un livre que vous connaissez toutes et tous, Le Capital de Karl Marx. Le Capital exposait d'emblée l'enjeu de la question sociale sous sa forme la plus décisive, en prévoyant l'inéluctabilité de la révolution socialiste. Pourquoi le Capital ? Parce qu'à l'époque, il existait une division claire, binaire, irrémédiable entre capitalistes et prolétaires. Cette division concernait leur sécurité. C'est-à-dire, d'un côté, les capitalistes, c'étaient les détenteurs d'un patrimoine professionnel, employeurs ou petits indépendants, qui, grâce à ce patrimoine, pouvaient se protéger face aux risques de la vie, tandis que tous les autres étaient exposés aux aléas et aux accidents, sans pouvoir anticiper l'effet de ces risques. Le point essentiel, c'est que malgré le développement de la grande industrie au XIXe siècle, qu'on associe à la révolution industrielle, les indépendants restaient la norme à la fin du XIXe siècle. La norme politique, c'était eux qui étaient les plus puissants électoralement lorsque le droit de vote existait dans tel ou tel pays d'Europe. Ils étaient la norme sociale, c'était autour de l'indépendance du travail que s'organisait l'activité professionnelle. Et ils étaient aussi la norme sociale à travers la vertu prêtée à l'épargne, c'est-à-dire à la prévoyance. Il n'est pas étonnant dès lors qu'en cette fin du XIXe siècle, la révolution apparaissait comme une solution possible. Mais comme aujourd'hui la crise environnementale, l'idée d'un horizon révolutionnaire, l'idée selon laquelle la question était de savoir si on conservait ou pas l'ordre économique et politique existant, fracturait, y compris la gauche, de manière violente. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, par rapport au thème du symposium que vous avez retenu, c'est que vers 1900, tout le monde parle de la question sociale. C'est la question obsédante. Toutes les tendances politiques sont concernées.
Tout le monde en parle en employant plus ou moins les mêmes mots, mais avec des contenus et des projets différents. Et je pense que c'est quelque chose qui fait écho avec l'importance qu'a prise aujourd'hui la conscience environnementale, mais le fractionnement des positions à son égard. Alors, pour éviter l'alternative entre conservatisme social d'un côté et révolution, c'est finalement une autre voie qu'il a emportée, mais en prenant beaucoup de temps, trop de temps, et en transformant le monde d'une manière telle que nous ne le reconnaissons plus. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui avec vous, puisqu'il s'agit d'apprendre de l'inconnu, comme vous le savez, le problème des historiens et des historiennes, c'est que nous arrivons après l'inconnu. Nous arrivons alors que nous connaissons la fin de l'intrigue. Donc, la difficulté, c'est d'essayer de reprendre sens de ce qu'était l'inconnu autrefois. Et pour la question qui m'intéresse ici, ce n'est pas facile parce que vous allez retrouver les mêmes institutions qu'aujourd'hui. Les syndicats, les mutuelles, tout simplement l'État également. Et donc, je vais quand même essayer, dans la mesure du possible, de vous faire reprendre conscience de ce qu'était l'inédit à l'époque, de ce qu'était la menace, de ce qu'était l'incertitude et la manière dont se sont élaborées progressivement des réponses dont j'insisterai sur le fait qu'elles se sont établies sans plan préconstitué, sans consensus et par tâtonnement, maladroit et contradictoire. Je vais commencer par un exemple. La loi qui, en France, en 1884, légalise les syndicats. Les syndicats, chacun sait aujourd'hui évidemment ce que c'est, mais à l'époque, ce que prévoit la loi, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus complexe. Certes, des instances de représentation et protection de la classe ouvrière, mais également des lieux de formation professionnelle, des caisses de secours mutuels et des retraites. Donc, un scénario possible aurait été progressivement de confier la protection sociale aux syndicats entièrement. Et même les syndicats sont conçus comme étant des régulateurs du marché du travail, comme des acteurs du placement des salariés. Et ça, c'est vrai dans... Alors, je vais parler de la loi française, mais c'est vrai dans tous les pays européens. Et au fond, hier soir, on a visité l'ex-clinique Paoli, on a vu la question de la réutilisation des matériaux. Eh bien, c'est la même chose avec les propositions qui sont faites autour de 1900 pour résoudre la question sociale. On réemploie des formes de solidarité qui s'étaient mises en place en Europe depuis le XVIe siècle, souvent donc très anciennes. Et reprendre le sens de l'inconnu, c'est essayer de comprendre ce qu'étaient les forces, ce qui a découlé des institutions que nous connaissons bien. Je vais d'abord vous parler de la métamorphose de l'État. L'État, on sait tous ce que c'est. Voici ce que c'est l'État en 1905. Voici ce qu'est un gouvernement à l'époque. Regardez rapidement. Pour l'essentiel, le gouvernement sont des fonctions régaliennes. Vous voyez qu'ici, il n'y a aucun ministère social, aucun ministère qui s'intéresse directement à la question sociale. La question sociale à l'époque, la montée de la classe ouvrière, des mouvements sociaux, etc., elle est traitée, si l'on peut dire, par le ministère de l'Intérieur, par le ministère du Commerce, donc l'utilitarisme, et par la Défense, ce qui explique que lorsqu'il y a une grève, elle peut, si elle devient sérieuse, être réprimée par la troupe, d'où les victimes ouvrières, d'où les morts qui parfois sont à déplorer. Donc l'État s'est totalement métamorphosé, et j'ai pris 1905 car ce que vous voyez ici, c'est le dernier gouvernement qui précède la création du ministère du Travail en 1906, qui devient la première arène dans laquelle le monde ouvrier a une représentation officielle face à l'État. Ce que vous voyez à droite, c'est la conséquence de cette métamorphose de l'État, c'est l'augmentation des dépenses sociales de toute nature, ici les dépenses de santé. C'est un graphique logarithmique, ce qui veut dire que ce qui a l'air d'être une droite est en fait une progression exponentielle. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en un siècle, l'État que nous connaissons toutes et tous, d'une nature régalienne, s'est complètement métamorphosé et est devenu une instance de production et d'entretien du capital humain. C'est une métamorphose radicale. Et l'une des questions posées aujourd'hui est de savoir s'il sera possible
de passer à une autre métamorphose en faisant de l'État un État, si l'on peut dire, environnementaliste. La société elle-même s'est transformée. Autour de 1900, si les indépendants sont les dominants, c'est aussi parce que même le travail ouvrier est très largement un travail qui ressemble à l'artisanat d'aujourd'hui, avec une très grande autonomie d'organisation donnée aux ouvriers. Autour de 1900 se joue la réorganisation du marché du travail. Vous en avez une très bonne formulation ici, par la plume de celui qui va créer la sécurité sociale anglaise. La transformation, il s'agit d'inciter ces ouvriers qui sont des quasi-artisans, dans le langage d'aujourd'hui, à accepter ce qui va devenir la marque du salariat, c'est-à-dire la relation de subordination. Ce qui s'élabore à la fin du XIXe siècle, c'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui, mais qui était très peu pratiqué à l'époque, le contrat de travail. Le contrat de travail, c'est non seulement un accord entre l'employé et l'employeur, c'est aussi un document juridique dans lequel l'employé, le salarié, la salariée sont dotés de droits sociaux systématiques qui vont au-delà de cette relation individuelle avec l'employeur. Un autre point commun, très important aujourd'hui face à la crise environnementale, c'est l'idée de transformer les comportements. Au début du XXe siècle, s'organise un mouvement de ligues sociales d'acheteurs, qui sont en fait des ligues sociales d'acheteuses, qui sont très souvent des grandes bourgeoises, qui souvent les épouses des hommes qui, au même moment, font passer des lois sociales, des lois de protection de la main-d'œuvre. Et donc, vous avez d'un côté le milieu masculin qui fait passer ces lois sociales, et de l'autre le milieu féminin qui les fait respecter, en disant « on va boycotter les entreprises qui ne respectent pas les lois sociales que les États font passer ». Autre exemple de transformation des comportements, l'hygiène. L'hygiène, des comportements qui nous semblent évidents aujourd'hui, comme face à la crise environnementale, ont été poussés de manière très volontariste, et il a fallu, là aussi, beaucoup de temps pour y parvenir. Bon, et vous voyez que... Alors, vous riez parce que vous êtes habitué à ces comportements, mais vous comprenez bien qu'au moment où cette affiche est posée, ça ne va pas de soi. De même, les ligues anti-alcooliques, vous voyez, pas plus d'1 litre de vin par jour. Là, c'est un slogan qu'on va trouver jusqu'aux années 50. Précédemment, bon, je n'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais vous avez une magnifique pub pour les alcools de Cointreau. N'oubliez pas, après un bon repas, de boire un verre de Cointreau avant de prendre la voiture. Voilà. Vous voyez, donc, pour vous dire que cette idée de changer profondément les comportements était l'une des réponses à la question sociale que j'étends évidemment ici à la question sanitaire. Et je l'étends d'autant plus que le résultat de cette transformation, là maintenant on parle des conséquences, je vous ai parlé tout à l'heure des conséquences tragiques, directes et indirectes de la question sociale. Les conséquences, elles sont tout aussi spectaculaires et nous n'en avons pas toujours conscience. Vous avez ici la pyramide des âges des décès en Italie entre 1872 et nos jours. Comme vous le voyez, à la fin du XIXe siècle, 1872, ceux qui meurent sont les bébés. Et ensuite, la mortalité est étalée de manière à peu près égale tout au long de la vie. Les vieux ne meurent pas plus que les adultes, d'une certaine manière. Et si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a un léger excès à droite du côté de la zone bleue, c'est-à-dire les femmes. On a en partie la trace de la mortalité liée à l'accouchement sur cette pyramide. Et vous voyez à quel point la mort a changé de visage au cours de la période. Progressivement, va reculer, mais il a fallu énormément de temps pour faire reculer significativement la mortalité infantile. Vous voyez qu'en 1950, on la voit encore à l'œuvre. Et puis, vous voyez le monde contemporain qui nous semble évident, c'est-à-dire on meurt entre, en gros, 60 et 80, 90 ans. Il a fallu 1 siècle et demi pour parvenir à ce qui nous semble naturel. Et dans le même temps, ça n'est pas seulement la donnée démographique, statistique qui compte, c'est aussi notre rapport à l'existence. Je vous montre ici
un ouvrage qui est l'un des grands classiques de ce qu'on appelle l'ethnométhodologie, c'est-à-dire l'anthropologie fine des comportements. Alors je vais conclure pour faire écho donc aux discussions sur la situation contemporaine. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la manière dont a été traitée, entre guillemets, la question sociale ? Comme aujourd'hui, deux grandes voies politiques y ont été proposées. Soit rester dans le système de l'époque économique, mais en le socialisant, soit une solution radicale qui aurait transformé entièrement le fonctionnement politique et économique. C'est la voie qui a été suivie, par exemple, en Russie. En Europe occidentale, c'est la première voie qui a fini par être parcourue et elle a correspondu exactement à ce que dit Bruno Latour, c'est-à-dire qu'elle a réuni, contraints ou forcés, toutes les forces sociales et politiques en présence. La gauche radicale, qu'elle soit politique ou syndicale, a joué un rôle essentiel en sensibilisant par sa pression les milieux plus modérés, réformateurs, humanistes, confessionnels, chrétiens de gauche par exemple, et en exerçant une menace, la menace révolutionnaire, sur les conservateurs. C'est sous cette pression que des forces réformatrices, situées, pour simplifier, de la gauche modérée aux conservateurs sociaux, ont contribué à mettre en place des modèles collectifs d'action. Ces forces ont fini par rallier les salariés en leur offrant la protection sociale, c'est-à-dire, là aussi ça nous semble aller de soi, mais la possibilité de se projeter à l'horizon d'une existence contre la subordination. Les ouvriers y ont perdu beaucoup de leur liberté d'organisation, mais ils y ont gagné la possibilité, ce qu'on appelle la sécurité. Et quand on parle de sécurité sociale, il faut bien reprendre la force du mot sécurité. Pour nous, ça devient une évidence sur des petits papiers, formulaires à remplir. La sécurité sociale, c'est donner aux individus la sécurité de pouvoir se projeter dans le temps. Ces transformations, comme aujourd'hui la question environnementale, ont impliqué une transformation des formes d'organisation du travail. Les entreprises en ont donc été des actrices. Elles étaient hostiles au développement de l'État social, pour deux raisons. D'abord parce que pour elles, les dépenses sociales, c'est tout simplement une charge comptable, mais aussi, ça fait écho avec le premier exposé de cet après-midi, parce que les lois sociales impliquaient une intrusion contre le droit de propriété. Et le règlement de la question sociale a profondément modifié le droit de la propriété. Les entreprises ne se sont ralliées que par une intense pression de l'État, qui au début a moins agi comme redistributeur de part du PIB que comme législateur. Cette convergence de forces, a priori incompatible, est sans doute la grande leçon à retenir. L'État social n'a pu se développer que parce que les entreprises, lieu de concentration et du capital et des innovations technologiques, y ont été contraintes et y ont trouvé leur intérêt à travers la stabilisation, la qualification et la santé de leur main-d'œuvre. Mais elles n'ont agi que parce que les États les y ont contraintes. Et cette contrainte elle-même n'a pu surgir que parce que les citoyens, comme aujourd'hui avec la cause environnementale, ont été sensibilisés à cette cause nouvelle, à cette problématique gigantesque et menaçante. Alors ça ne veut pas dire, il faut toujours se méfier évidemment dans nos disciplines des raisonnements trop fonctionnalistes, ça ne veut pas dire, ce que je décris, c'est une convergence objective qui s'est produite sous l'effet de rapports de force économiques et sociaux, et politiques bien sûr. La réalité est beaucoup plus complexe, et je terminerai vraiment en 1 minute par un domaine sur lequel j'ai travaillé parce qu'il est pour moi très révélateur, celui de l'histoire des maladies professionnelles. Les maladies professionnelles commencent à être reconnues par les États au début du XXe siècle, partout en Europe, c'est-à-dire qu'on indemnise les ouvriers malades. Mais les lois qui reconnaissent les maladies professionnelles, elles dérangent tout le monde. Les salariés sont contre. Ils sont contre parce qu'ils ne veulent pas du tout être indemnisés quand ils tombent malades. Eux, ce qu'ils auraient voulu, c'est l'éradication des produits dangereux, de ne pas tomber malade. Et les entreprises étaient radicalement opposées aux lois sur les maladies professionnelles en disant « il n'y a pas de maladie professionnelle.
Il n'y a que des cas individuels. Donc tout le monde était contre ces lois qui se sont répandues en quelques années dans toute l'Europe. Il s'agit donc de lois de compromis minimum. On ne pouvait pas trouver un compromis plus bas que celui des maladies professionnelles. Et pourtant, toutes ces lois sont en place plus d'un siècle après leur instauration, alors que l'état de la médecine a beaucoup changé depuis. Pourquoi ? Parce que ce compromis très imparfait engage des intérêts financiers tels que ces lois il n'a jamais été possible de les renégocier. Et donc j'ai terminé sur ce point pour une seule raison, c'est qu'on parle aujourd'hui d'apprendre de l'inconnu. Et voyez que la réponse à ce qui était l'inconnu, la menace en cette fin du XIXe siècle, est passée par des solutions qui, comme le disait Latour, étaient souvent le fruit d'une longue élaboration. Turgot, d'ailleurs, fait partie des racines. Mais en même temps, elle a fait l'objet de tâtonnements tels qu'une partie de ces fondements juridiques sont en réalité des fondements qui sont très, très instables, mais en même temps dotés d'une très grande solidité empirique. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci, cher Paul-André, pour cette conférence magnifique qui vraiment crée une passerelle extrêmement intéressante entre cette question sociale qu'on prend pour acquise aujourd'hui et tout le travail qu'il y a à faire justement pour arriver vers une prise en charge de la question écologique. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais par facilité avec mon entorse donner... Merci Paul-André d'avoir abordé cette question si importante. Comment se fait-il que pour la civilisation industrielle, on ait réussi à faire ce qu'on ne réussit pas à faire pour passer à une civilisation écologique ? Est-ce qu'on peut lire ce que tu nous as proposé comme le fait de dire que finalement, la clé n'a pas été de passer par l'impôt et la redistribution par l'impôt qui aujourd'hui est la solution première qu'on pose, mais plutôt par ce que tu appelles des solidarités, dans ce sens extrêmement, extrêmement complexe. Et la deuxième question, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a peut-être des transformations qui sont comme ça profondes, qu'on ne voit pas, de comportement, d'effets de socialisation, c'est-à-dire à quel moment, ce graphique que tu montres sur les effets, à quel moment on a compris que ça avait marché, qu'on a commencé à transformer les choses ? Quel est le décalage entre les perceptions et ce compromis empirique que tu décris ? C'est une excellente question. Merci beaucoup. Alors, sur la question de l'impôt et de la redistribution, effectivement, c'est un élément essentiel auquel il faut rajouter un pilier, c'est que le financement passe par le travail et donc par la cotisation. La grande bataille des États au début... Alors, il y a l'impôt, l'impôt sur le revenu en France, c'est 1913, mais la grande bataille, c'est d'imposer l'obligation de cotiser à la protection sociale. C'est d'ailleurs ça qui fait la rupture, la bifurcation entre le monde européen et les États-Unis. Les États-Unis, au début du XXe siècle, ils font partie du tableau que je vous ai dressé. Ils font partie de cet univers de réflexion sur la question sociale. La bifurcation se produit après la Première Guerre mondiale, au moment où les États européens acceptent l'obligation de cotisation à la sécurité sociale, tandis que les États-Unis la refusent. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'une des grandes lignes de fracture dans la politique américaine. Donc cette question de l'obligation de cotisation, c'est une formule qui remonte aux corporations professionnelles du XVIe siècle. Et là, il y avait obligation de cotisation, ça a été projeté. La grande opération, c'est pour ça qu'il y a aussi des liens avec l'environnement, c'est l'abstraction, c'est d'accepter d'utiliser des techniques de solidarité qui fonctionnaient dans des petits groupes d'interconnaissance relativement modérés, tout le monde se connaissait, à une masse abstraite qui est celle de la société civile, qui est celle des ayants droit d'un régime de protection nationale. Alors la question du à quel moment, elle est décisive, et c'est ça qui est pour moi très difficile à rendre en tant qu'historien, c'est que effectivement, j'ai tendance à dire que jusqu'aux années 1920-1930, c'est en gros, au fond, qu'est-ce que change la sécurité sociale ? C'est un peu la réponse à ta question. La sécurité sociale, elle est instaurée en 1945 sous la forme qu'on connaît. Elle est la réponse à ta question. C'est-à-dire que là,
L'idée, c'est que c'est à l'échelle étatique et c'est par une combinaison force sociale et État que la question va se régler. Jusqu'à l'entre-deux-guerres inclus, donc années 20, années 30, il y a encore plusieurs scénarios proposés. Les forces sociales, syndicales, politiques, de gauche ou forces modérées, ne sont pas toutes convaincues que cela se jouera par l'obligation, par l'État, etc. Donc ta question est absolument fondamentale. Il a fallu beaucoup de temps pour accepter l'idée que l'État soit l'acteur majeur, et il a fallu 2 guerres mondiales, et notamment la deuxième qui a fini par faire pencher définitivement le curseur de ce côté-là. C'est pas franchement encourageant de se dire le coup qu'il y a dû avoir. Oui, Est-ce qu'on a une autre question? C'est la question de la gravité, absolument. Au fond, il y avait une question, il me semble. Oui. Merci, c'est très intéressant. Ça rejoint un peu l'idée du politique, donc la question des indicateurs. Donc, il se trouve que moi, j'ai participé à un comité de transition dans l'entreprise familiale sur justement des nouveaux indicateurs pour les entreprises. Donc, l'humain avant le profit. La question de la planète, donc people, planète, profit. Dans la planète, on met la décarbonation, l'éco-conception et l'économie circulaire. Donc, les entreprises, depuis une dizaine d'années, gouvernent leur fonctionnement de cette façon, ce qui est assez nouveau, si je puis dire. Et en parallèle, je pense à les indicateurs, le PIB des pays qui est gouverné par... plus le PIB est élevé, plus il y a des maladies cardiovasculaires, plus il y a de la dépression, et plus ça coûte cher à l'État. Donc l'idée, ce serait peut-être de dire, changeons ces KPI en disant, demain, ça peut être le lien social, la santé. Selon Éloi Laurent, qui est économiste, que j'ai eu la chance d'écouter à Agir pour le vivant, c'est ce qu'il préconise. Donc ma question, c'est quel est le pouvoir du citoyen pour inciter le politique à changer les indicateurs de notre société aujourd'hui? Alors merci, ce sont d'excellentes questions. Alors j'ai combien de temps pour répondre, Martin? Parce que, bon voilà, écoutez, je vais essayer. Alors d'abord, cette question des indicateurs, elle a été d'ailleurs mentionnée avec celle de la production des informations par les entreprises elles-mêmes dans l'exposé précédent. Elle est centrale aujourd'hui. Nous avons basculé aujourd'hui dans un monde, ce qui est différent par rapport à ce que je vous ai décrit, nous avons basculé dans un monde dans lequel la plus grande masse des informations sont produites par le secteur privé. Et ça, c'est une révolution très redoutable dont je pense qu'on a insuffisamment conscience. Je pense que c'est une des plus grandes révolutions invisibles du monde contemporain. Donc cette question des indicateurs est essentielle. Et ce que vous mentionnez, il y en a en fait un écho majeur aujourd'hui, qui est l'Union européenne. Il y a dans les projets de l'Union européenne, c'est plus que des projets, ça avance depuis quelques années, l'idée d'une réforme de la comptabilité d'entreprise qui obligerait à prendre en compte dans la valeur produite par les entreprises et dans les coûts tout ce qui concerne, comme vous le dites, l'humain et l'environnemental. Je pense que c'est un enjeu absolument majeur. On peut avoir l'impression que l'Union européenne... Il y a une grande question en sciences politiques qui est de savoir si l'Union européenne est un État ou pas. Personnellement, si je me fonde sur l'expérience que je vous ai décrite, l'Union européenne n'a pas énormément de capacité de redistribution financière. Elle en a, mais ça n'est pas massif. Par contre, c'est une structure qui légifère. C'est-à-dire que l'Union européenne, ce que disait un grand politiste, c'est un État régulateur. Et je pense que la question de l'imposition sur les entreprises, de faire pression, d'imposer des normes aux entreprises est centrale. Donc si cette réforme de la comptabilité a lieu, je pense que ça aura des effets massifs. Et vous imaginez aussi que pour les jeunes qui sont formés aujourd'hui dans toutes les grandes écoles, en économie, en gestion, en sciences de l'ingénieur et autres, ça va tout à fait dans le sens de ce que beaucoup attendent, c'est-à-dire concilier le métier qu'ils acquièrent avec une signification humaine et environnementale. Par contre, sur la question de l'augmentation des facteurs de risque de santé, bon, là, je vais pas entrer dans le détail, mais en gros, quand on regarde les données du Global Burden of Health, c'est-à-dire le grand recueil mondial de données de santé, l'évolution des facteurs de santé est moins rapide que ce que prédiraient
l'effet mécanique du vieillissement de la population. Évidemment, il y a une augmentation d'un certain nombre en gros, pour dire rapidement, de maladies chroniques à mesure que la population vieillit, mais cette augmentation est moins rapide que le rythme de vieillissement de la population. Ce qui veut dire que pour l'instant, les systèmes, et là aussi on est dans le politique, les systèmes de protection de la santé sont plus efficaces que la dégradation de la santé liée au vieillissement, mais aussi évidemment à l'environnement. Mais rien ne dit évidemment que cette course va continuer à être favorable à la défense de la santé. Merci Paul-André. C'est particulièrement intéressant dans un temps où il y a une telle charge contre les régulations justement de toutes sortes et que tu rappelles que toute cette régulation s'est mise en place dans un monde qui était déjà extraordinairement mondialisé. Or, le grand argument contre la régulation est de dire, de présenter un aspect de compétitivité. Alors, c'est la grande différence avec le monde d'aujourd'hui et c'est totalement contre-intuitif. En 1900, le monde est très libéral. La France est un pays archi-libéral, quand on dit toujours Colbert. La France est un des pays les plus libéraux du monde. Le monde est tellement libéral à l'époque dans les pays les plus riches que l'argument consiste à dire, au nom de l'équité économique, lorsqu'un pays introduit une loi sociale, il faudrait que les autres l'introduisent aussi. À cette époque, vous avez une montée en puissance, vous avez une montée en niveau progressive de la protection sociale qui se fait au nom du libéralisme. Et écho avec l'exposé précédent, les pays qui sont exclus de cette dynamique vertueuse sont les régions coloniales, parce que les régions coloniales sont hors des conventions internationales des droits du travail, elles sont hors de la couverture du Bureau international du travail qui a joué un rôle extraordinaire dans l'entre-deux-guerres, quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, lorsque la décolonisation a eu lieu, on s'est retrouvé avec la situation qu'on connaît tous, c'est-à-dire une différence de niveau de protection qui pose problème, évidemment, aux pays les plus pauvres, en disant « mais si vous m'obligez aujourd'hui à me mettre à niveau, vous m'imposez des conditions de concurrence déloyales ». Il y a vraiment beaucoup d'écho avec les questions environnementales aussi là-dessus. Magnifique. Merci Paul-André.